Nous sommes en 1941, la France est occupée, écrasée, humiliée, et pourtant, dans un bureau discret de l'usine du quai de Javel à Paris, quelques hommes se penchent en secret sur des plans qu'ils n'ont absolument pas le droit de dessiner. Les nazis ont formellement interdit à Citroën de concevoir la moindre nouvelle voiture. Et voilà que ces ingénieurs, la peur au ventre, travaillent quand même sur ce qui deviendra l'un des véhicules les plus emblématiques de toute l'histoire française. Comment un fourgon né dans la clandestinité, imaginé pour narguer l'occupant, a-t-il pu finir par nourrir la France entière pendant plus de 3 décennies? Voilà l'histoire incroyable du Citroën Type H, ce drôle d'engin en tôle ondulée que vous avez forcément croisé un jour, sans même savoir qu'il cachait un véritable acte de résistance. Pour bien comprendre l'audace de cette aventure, il faut se replacer dans le contexte de la France de cette époque. Une France exsangue, coupée en deux, où l'essence manque cruellement, où l'acier est réquisitionné par l'armée allemande, où chaque kilo de matière première est compté, surveillé, rationné. Dans ce pays où l'on roule au gazogène et où les usines tournent sous le contrôle direct de l'occupant, l'idée même de développer un véhicule utilitaire flambant neuf relève de la provocation pure. Et pourtant, c'est exactement ce que décide de faire l'homme fort de la marque, Pierre-Jules Boulanger. Un personnage hors du commun, un géant de près de 2 mètres, autoritaire, visionnaire, patriote jusqu'au bout des ongles, qui dirige Citroën d'une main de fer depuis la mort d'André Citroën. Cet homme-là refuse de courber les chines, refuse de mettre son génie industriel au service de l'ennemi, et il transforme son entreprise en un foyer de sabotage feutré, en une résistance silencieuse mais bien réelle. Il faut savoir que Boulanger avait déjà donné des consignes internes assez extraordinaires pour freiner l'effort de guerre allemand. On raconte qu'il faisait délibérément déplacer le repère de la jauge d'huile sur les camions destinés à la Wehrmacht, afin que les moteurs allemands tombent en panne plus vite, faute de lubrification correcte. Voilà le genre d'homme qui dirigeait Citroën. Un chef d'entreprise qui menait sa propre guerre par en dessous, avec les moyens du bord, et qui considérait chaque décision technique comme une arme. Alors, lorsqu'il lance en catimini l'étude d'un nouveau fourgon, ce n'est pas simplement un projet commercial, c'est une manière de préparer l'après, de croire en un avenir libre, de dire à sa façon que la France se relèverait et qu'elle aurait besoin pour cela d'un véhicule capable de tout transporter, partout, pour tout le monde. Le cahier des charges que fixe Boulanger tient d'ailleurs en une seule phrase, une phrase d'une simplicité presque brutale. Il faut faire le moins cher possible. Rien de plus, rien de moins. Pas de luxe, pas de superflu, pas de coquetterie inutile, seulement l'essentiel, la fonction pure, l'efficacité absolue au service du plus grand nombre. Et cette obsession de l'économie va tout dicter, absolument tout, depuis le choix des matériaux jusqu'à la silhouette finale de l'engin. Les ingénieurs reçoivent pour mission de piocher au maximum dans les pièces déjà existantes des autres modèles de la marque, car concevoir de nouveaux composants coûterait une fortune que la marque, dans cette France occupée puis ruinée par la guerre, n'a tout simplement pas. On récupère donc ce qu'on peut, on adapte, on bricole intelligemment, on invente une voiture à partir de morceaux d'autres voitures. Et le nom de ce projet? Là encore, on est à milieu de tout artifice marketing, à milieu des appellations ronflantes que les constructeurs adorent inventer pour faire rêver. Ce fourgon s'appellera Type H, tout simplement parce qu'il s'agit de la 8e série de recherche menée par le bureau d'études, et que la lettre H est la 8e de l'alphabet. Point final. Pas de légende, pas de poésie, juste une logique administrative froide et implacable qui, ironie du sort, va donner naissance à l'une des lettres les plus affectueusement françaises de tout le patrimoine automobile. Ce H tout sec, tout technique, deviendra un jour synonyme de boulanger dans sa cour, de marchand ambulant, de tout un petit peuple d'artisans qui feront vivre le pays. Mais revenons à la clandestinité de ses débuts, car c'est là que réside toute la saveur de cette histoire. Imaginez la situation de ces hommes qui doivent avancer sans se faire remarquer, sans consommer de carburant qui attirerait l'attention, sans commander de matériaux qui laisseraient des traces, sans jamais éveiller les soupçons des inspecteurs allemands qui rôdent dans les usines. Tout se fait dans l'ombre, au sens le plus littéral du terme,
avec une prudence de conspirateur. Chaque croquis est un risque, chaque prototype envisagé est un danger, et pourtant l'équipe persévère, portée par la certitude que ce travail servira un jour, que la libération viendra, et qu'il faudra alors reconstruire, ravitailler, réapprovisionner une nation affamée et meurtrie. Ce qui frappe quand on y pense, c'est le contraste saisissant entre la modestie du cahier des charges et l'ampleur du symbole que ce véhicule allait devenir. On demandait simplement une boîte roulante bon marché, et l'histoire allait en faire un monument. On voulait juste transporter des marchandises au meilleur coût, et on a fabriqué sans le savoir la mémoire roulante de tout un peuple. Boulanger, ce résistant de l'industrie, n'imaginait probablement pas à quel point son pari allait dépasser ses espérances, ni à quel point ce fourgon né dans le secret et la pénurie deviendrait le compagnon fidèle de millions de Français, du plus humble crémier au plus modeste fleuriste de village. Car il ne faut jamais l'oublier, tout est parti de là, de cette volonté farouche de désobéir, de préparer l'avenir sous le nez de l'occupant, de croire en une France libérée qui roulerait à nouveau. Ce fourgon n'est pas simplement un produit industriel, c'est le fruit d'un entêtement magnifique, d'une insoumission tranquille, d'un refus obstiné de baisser les bras. Et si la guerre a bien failli étouffer le projet dans l'œuf, elle n'a fait, au fond, que renforcer la légende, en ancrant dès sa naissance ce type H dans le récit de la résistance française. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, ce véhicule dégage quelque chose de profondément émouvant, quelque chose qui dépasse largement la simple mécanique. Mais si vous croyez que la fin de l'occupation allait enfin dégager la route à ce fourgon rebelle, vous vous trompez lourdement. Car sa plus grande bataille, la plus absurde, la plus rageante, ne l'attendait pas du côté des Allemands, mais du côté de son propre gouvernement, celui de la France libérée elle-même. La libération arrive enfin, les cloches sonnent, la France respire, et l'on pourrait croire que le destin allait dérouler un tapis rouge devant ce fourgon si patiemment préparé dans le secret. Eh bien non, pas du tout, car c'est précisément à ce moment-là que surgit l'obstacle le plus invraisemblable, le plus révoltant, celui que personne chez Citroën n'avait vu venir. En 1945, alors que le pays est un champ de ruines, que les usines sont éventrées, que les matières premières manquent plus cruellement encore qu'à la pire heure de la guerre, l'État français décide de reprendre en main l'industrie automobile et de planifier lui-même, d'en haut, qui aura le droit de produire quoi. Ce dirigisme d'après-guerre porte un nom, le plan Ponce, du nom de Paul-Marie Ponce, le haut fonctionnaire chargé de rationaliser une industrie exsangue en répartissant les rôles entre les constructeurs comme on distribue des cartes autour d'une table. Et devinez quoi ? Dans cette grande distribution des rôles, le segment des véhicules utilitaires légers, ce fameux créneau des fourgons de 1 à 2 tonnes, se retrouve attribué à Peugeot et à Renault. Peugeot héritera d'un modèle dérivé du Chenard et Valcoeur qui donnera bientôt le fameux D3, ce fourgon au nez de cochon que les Français connaîtront bien. Renault, de son côté, lance son utilitaire de 1000 kg qui deviendra rapidement le Galion. Quant à Citroën, on lui fait comprendre poliment mais fermement que sa place n'est pas là, que ce terrain de jeu ne lui appartient pas, qu'il ferait mieux de se concentrer sur autre chose et de laisser les gros fourgons aux copains. Vous imaginez la scène ? On demande à la marque qui a secrètement mis au point le fourgon le plus révolutionnaire de sa génération de le ranger sagement dans un tiroir au nom d'une planification technocratique décidée dans des bureaux parisiens. Alors que croyez-vous que fit Pierre-Jules Boulanger devant cette injonction absurde ? Se coucha-t-il ? Obéit-il ? Rangea-t-il ses plans ? Absolument pas, et c'est là toute la beauté du personnage. Cet homme qui avait déjà défié l'occupant allemand n'allait certainement pas plier devant des fonctionnaires de sa propre nation. Il refusa catégoriquement d'arrêter le développement de son fourgon, il fit la sourde oreille, il continua d'avancer envers et contre tout, transformant ce projet en une deuxième forme d'insoumission. Après avoir désobéi aux nazis, voilà qu'il désobéissait à l'État français, avec le même aplomb, la même conviction inébranlable que ce véhicule avait le droit d'exister et que le peuple en avait besoin. N'est-ce pas savoureux, cette idée d'un patron qui mène coup sur coup 2 rébellions, l'une contre l'ennemi, l'autre contre son propre camp ?
Il faut mesurer le culot que représentait une telle décision. Défier le plan gouvernemental, dans une France où l'État tenait les cordons de la bourse, distribuait l'acier au compte-gouttes et pouvait asphyxier n'importe quel constructeur récalcitrant, relevé du pari le plus risqué. Boulanger jouait gros. Il jouait l'avenir de Citroën sur un coup de dé, sur sa certitude intime que son fourgon serait tellement supérieur, tellement indispensable, que personne ne pourrait finalement l'empêcher de rouler. Et c'est en franc-tireur, exactement comme un franc-tireur qui refuse de rentrer dans le rang, qu'il décida de présenter sa création au grand public. Le lieu choisi ne devait rien au hasard, ce serait la plus prestigieuse vitrine automobile du pays, ce serait le Salon de l'Automobile de Paris. C'est ainsi qu'en octobre 1947, sous les verrières du Grand Palais, le type H fait son entrée fracassante dans le monde, au mépris total des consignes officielles. Imaginez le choc des visiteurs découvrant cette silhouette cubique, anguleuse, complètement différente de tout ce qui existait alors. Là où les autres constructeurs présentaient des carrosseries arrondies, presque timides, Citroën osait exhiber une boîte franche, assumée, d'une modernité déroutante. Ce jour-là, la marque au double chevron ne se contentait pas de dévoiler un véhicule. Elle envoyait un message clair à toute l'industrie et à l'État lui-même. Un message qui disait en substance que Citroën jouerait dans la cour des utilitaires, avec ou sans permission, et que rien ni personne ne l'en empêcherait. Mais il y a un détail délicieux dans cette affaire, un détail qui en dit long sur la rigueur et l'orgueil de Boulanger. On raconte que le type H aurait pu être présenté 1 an plus tôt, dès le salon de 1946, tant il était prêt sur le plan technique. Alors pourquoi avoir attendu ? Pourquoi ce grand résistant, si pressé de défier tout le monde, aurait-il retardé volontairement son coup d'éclat ? Tout simplement parce que Boulanger refusait par principe d'exposer une voiture qu'il n'était pas encore capable de produire en série. À ses yeux, montrer un véhicule sans pouvoir le livrer aussitôt au client relevait de la tromperie, de la vantardise creuse, et cet homme intègre détestait par-dessus tout les promesses qu'on ne peut pas tenir. Voilà toute la grandeur du personnage, capable à la fois de la plus folle audace et de la plus scrupuleuse honnêteté, refusant de vendre du rêve tant qu'il ne pouvait pas offrir du concret. Cette exigence, franchement, force le respect, à une époque où tant de constructeurs se contentaient d'exhiber des maquettes flatteuses et des prototypes fantômes qui ne verraient jamais le bitume. Boulanger, lui, voulait du réel, du solide, du livrable, et il préférait passer pour un retardataire prudent plutôt que pour un vantard imprudent. On touche là au cœur de la personnalité qui a façonné ce fourgon. Une personnalité entière, exigeante, farouchement attachée à la vérité industrielle. Et quand on connaît la suite, quand on sait à quel point ce véhicule allait tenir ses promesses pendant des décennies, on se dit que cette patience obstinée n'était pas de la timidité, mais au contraire la marque d'une immense confiance. Ce qui se joue au salon de 1947, au fond, c'est bien plus qu'un lancement commercial. C'est le triomphe d'une volonté sur un système, la victoire d'un homme libre sur une planification qui prétendait décider à sa place. La sainte trinité de l'automobile française, Renault, Peugeot et Citroën, ces 3 frères ennemis qui se disputeront le cœur des Français pendant des générations, voit ce jour-là l'un des siens forcer le destin et s'imposer là où on ne voulait pas de lui. Et le public, lui, ne se trompe pas. Il sent immédiatement qu'il a devant les yeux quelque chose de neuf, quelque chose d'utile, quelque chose qui va changer sa vie quotidienne. Pourtant, aussi spectaculaire qu'ait été cette apparition, elle ne répond pas à la question essentielle, celle qui brûle les lèvres de tous ceux qui découvrent alors cette étrange carrosserie nervurée. Mais pourquoi diable ce fourgon est-il couvert de ces drôles de plis, de ces vagues de tôle qui lui donnent des airs d'avion et de réfrigérateur à la fois ? Ces vagues de métal qui intriguaient tant les visiteurs du salon, ces nervures qui couraient sur toute la carrosserie comme les rides d'une mer figée, n'avaient absolument rien d'un caprice esthétique, et c'est bien là toute la malice de l'affaire. Chaque pli, chaque ondulation répondait à une logique implacable, celle de l'économie poussée à son paroxysme, celle du cahier des charges tenant en une phrase que vous connaissez désormais par cœur. Car voyez-vous, quand on plisse une feuille de tôle, quand on la nervure, on la rigidifie considérablement.
exactement comme un simple morceau de carton ondulé devient soudain capable de porter un poids que sa finesse ne laissait jamais deviner. À épaisseur égale, une tôle ondulée résiste bien mieux qu'une tôle lisse. Elle encaisse les contraintes, elle refuse de se déformer et surtout, elle permet d'utiliser un métal plus fin, donc moins coûteux, donc plus léger. Vous saisissez le génie de la chose? On économise la matière tout en gagnant en solidité, on dépense moins pour obtenir plus, et voilà comment une contrainte budgétaire se transforme en trait de génie industriel. Mais d'où venait donc cette idée si astucieuse? D'où Citroën avait-il tiré cette inspiration aussi payante? La réponse, savoureuse par son ironie, nous ramène tout droit du côté de l'Allemagne, plus précisément vers un avion de légende, le Junkers Ju-52, ce trimoteur reconnaissable entre mille à sa peau entièrement nervurée. Cet appareil, que les ingénieurs français connaissaient parfaitement, exhibait fièrement cette fameuse tôle ondulée qui lui assurait robustesse et légèreté, deux qualités absolument vitales dans l'aviation. Alors quel clin d'œil malicieux de l'histoire quand on y songe, que ce fourgon né dans un esprit de résistance à l'occupant aille précisément emprunter sa signature visuelle à un fleuron de l'industrie aéronautique allemande. La France insoumise récupérait la meilleure idée de l'adversaire pour en faire l'emblème de son quotidien reconstruit et transformer une technologie d'avion de guerre en outil de paix et de commerce. Reconnaissez qu'il y a là quelque chose de délicieusement français, cette capacité à détourner, à s'approprier, à sublimer. Cette peau nervurée donnait au type H sa silhouette si particulière, cette allure cubique et anguleuse qui lui valut tant de surnoms affectueux, dont celui de réfrigérateur sur roue. Et il faut bien l'avouer, l'engin n'était pas beau, pas au sens classique du terme, pas avec les canons de l'élégance automobile de l'époque. Mais quelle importance! Cette laideur assumée, cette absence totale de coquetterie participait pleinement à son charme et à son efficacité. Chaque centimètre de sa carrosserie servait une fonction. Rien n'était là pour séduire l'œil, tout était là pour servir l'usage. Et paradoxalement, c'est cette franchise brutale qui allait finir par le rendre irrésistiblement attachant. Comme quoi, parfois, le refus obstiné de plaire est le plus sûr chemin vers l'affection durable. Sous cette carrosserie révolutionnaire se cachait une autre audace technique, tout aussi décisive. Contrairement à son prédécesseur, le Tube, contrairement à son grand rival, le fourgon de 1000 kg de chez Renault, tous deux bâtis autour d'un châssis séparé selon la méthode traditionnelle, le type H adoptait une carrosserie autoporteuse, une monocoque, où la structure elle-même supportait les efforts sans avoir besoin d'un lourd châssis distinct. À cela s'ajoutait la traction avant, cette spécialité maison que Citroën maîtrisait mieux que quiconque, cette architecture qui libérait entièrement le plancher et permettait un seuil de chargement remarquablement bas. Vous imaginez le confort de travail pour un livreur qui n'avait plus à hisser péniblement ses caisses en hauteur, mais pouvait les faire glisser presque de plein pied? Là où les concurrents obligeaient encore à grimper, le fourgon au chevron offrait un plancher plat, accessible, pensé pour les hommes qui trimaient toute la journée. Fidèle à l'obsession d'économie de Boulanger, le type H piochait sans vergogne dans la banque d'organes de la marque, et notamment dans celle de la fameuse traction avant, cette berline mythique qui avait déjà tant fait pour la réputation de Citroën. On y récupéra son moteur 4 cylindres, on y emprunta sa bonne suspension arrière, on adapta ce qui pouvait l'être, économisant ainsi des sommes considérables en évitant de concevoir des pièces inédites. Ce moteur, d'une puissance fiscale de 11 chevaux, n'avait certes rien d'un foudre de guerre, il ne cherchait pas la vitesse ni les prouesses, il visait la robustesse, la fiabilité, l'endurance à toute épreuve. Et il tenait parfaitement ce rôle, tractant vaillamment une charge utile de 1200 kg, ce qui pour l'époque et pour ce genre d'engin représentait une capacité tout à fait honorable, largement suffisante pour combler les besoins des artisans et des commerçants. Réfléchissez un instant à la cohérence de l'ensemble, à l'intelligence globale de cette conception. Chaque choix technique découlait du précédent, chaque solution répondait à la même exigence de simplicité et de coût maîtrisé, et pourtant, de cet empilement de contraintes naissait un véhicule d'une modernité stupéfiante, en avance de plusieurs longueurs sur ses concurrents encore englués dans leurs vieilles habitudes de châssis lourds et de plancher haut perché.
Pendant que les autres peaufinaient des recettes du passé, Citroën inventait l'avenir du transport utilitaire. Et le faisait en dépensant le moins d'argent possible, ce qui, franchement, relève presque du tour de magie. Comment ne pas admirer cette capacité à transformer chaque limitation en avantage, chaque privation en innovation? Après le triomphe médiatique du salon parisien que nous évoquions, il fallut encore patienter quelques mois avant que le rêve ne devienne réalité tangible sur les routes de France. Fidèle à sa promesse de ne jamais montrer ce qu'il ne pouvait livrer, Boulanger lança enfin la production en série et les toutes premières livraisons intervinrent le 1er juin 1948. Ce jour-là, les premiers types H quittèrent les chaînes pour rejoindre leurs propriétaires impatients et une nouvelle aventure commença, celle du contact avec le terrain, avec les vrais utilisateurs, avec ce peuple d'artisans qui allait bientôt s'emparer de l'engin et ne plus jamais le lâcher. La machine était née, éprouvée, prête à servir, et elle n'attendait plus que de rencontrer sa véritable raison d'être. Car aussi brillante fut sa conception, aussi rusés fussent ses ingénieurs, le vrai secret de la légende du type H ne se trouvait pas dans sa tôle nervurée ni dans sa monocoque avant-gardiste, mais bien ailleurs, dans les mains calleuses de ceux qui allaient s'en emparer, dans les métiers innombrables qu'il allait servir, dans cette intimité extraordinaire qu'il allait tisser avec la vie quotidienne de chaque famille française. Ces mains calleuses dont je vous parlais à l'instant, ce sont celles de tout un pays qui se remet debout, celles de millions de travailleurs qui découvrent soudain un allié inespéré, un compagnon de labeur qui va s'installer durablement dans leur existence. Et c'est peut-être là le plus beau chapitre de toute cette épopée, celui où le fourgon quitte les épures des ingénieurs et les discours des dirigeants pour entrer de plein pied dans la vie réelle, dans les cours pavés, dans les marchés de village, dans les ruelles étroites des centres-villes. Car chez Citroën, on avait forgé une formule qui résumait à elle seule toute la philosophie du véhicule. Une formule aussi simple qu'elle était juste. À chacun son H. 3 mots qui disaient l'essentiel, à savoir que ce fourgon n'appartenait à aucune profession en particulier, mais à toutes à la fois. Qu'il se pliait à n'importe quel besoin, qu'il se transformait selon les envies et les métiers de chacun. Et quel métier, mes amis, quelle incroyable galerie de portraits. Songez un instant à la diversité des hommes et des femmes qui s'emparèrent de cet engin. Le boulanger, bien sûr, qui livrait son pain chaud de ferme en ferme, garant du symbole même de la nourriture française, ce boulanger dans sa cour dont l'image reste à jamais associée à la silhouette nervurée du fourgon. Mais aussi le boucher, qui transportait ses quartiers de viande, l'épicier ambulant qui apportait ses conserves et ses denrées jusque dans les hameaux les plus reculés, le fleuriste qui livrait ses bouquets délicats, le menuisier avec ses planches et ses copeaux, le chiffonnier qui récupérait les vieilleries, le jardinier avec ses outils et ses plants, l'éleveur transportant ses bêtes. Comment un seul et même véhicule pouvait-il servir des activités aussi différentes, aussi opposées parfois? Voilà justement le prodige de sa conception, cette polyvalence absolue qui en faisait le couteau suisse roulant de toute une nation. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux commerçants et aux artisans, loin de là, car le type H déborda largement du cadre du petit négoce pour envahir absolument toutes les sphères de la société française. Il roula pour la poste, distribuant le courrier aux 4 coins du territoire. Il servit l'armée dans 1000 tâches logistiques. Il équipa les hôpitaux et les services de santé. Il fut réquisitionné par les administrations les plus diverses. On le vit transformé en corbillard pour accompagner les défunts vers leur dernière demeure. On le vit au service des acteurs et des tournages de cinéma. On le vit emmener les vacanciers vers le soleil et la liberté des congés. Et croyez-le ou non, il servit même les voleurs, qui appréciaient son vaste volume et sa discrétion apparente pour transporter leur larcin. Du berceau à la tombe, du plus honnête labeur jusqu'aux entreprises les moins recommandables, ce fourgon accompagna toutes les facettes de l'existence humaine sans jamais faire la fine bouche. N'est-ce pas absolument sidérant, cette omniprésence, cette faculté d'être partout à la fois, dans tous les décors, au service de toutes les causes? Il existe fort peu d'objets industriels dans toute l'histoire qui puissent se vanter d'avoir tissé un lien aussi intime, aussi universel avec la totalité d'un peuple. On peut vraiment affirmer, sans exagérer le moins du monde, que chaque Français a un jour croisé la route d'un type H, en a possédé un, en a côtoyé un, en a gardé le souvenir.
Il fait partie du paysage mental collectif, il appartient à la mémoire commune, il est inscrit dans les souvenirs d'enfance de générations entières qui se rappellent le fourgon du boulanger s'arrêtant devant la maison ou celui de l'épicier klaxonnant à l'entrée du village. Quel autre véhicule peut se targuer d'une telle place dans le cœur des gens? Mais voici maintenant l'aspect le plus étonnant, le plus contre-intuitif de toute cette réussite commerciale, celui qui devrait faire réfléchir tous les publicitaires du monde. Comment Citroën parvenait-il à vendre par dizaines de milliers ce fourgon année après année? Grâce à des campagnes de réclame tapageuses, à des budgets marketing pharaoniques, à des affiches partout dans les rues? Absolument pas. Et c'est là que réside toute la saveur de l'affaire. Citroën, figurez-vous, ne s'occupait presque pas de son fourgon, lui consacrait un minimum de publicité, ne lui offrait que de rares améliorations de détails au fil des années. La marque le laissait vivre sa vie, tranquillement, sans grand effort commercial, et pourtant les commandes continuaient d'affluer comme si de rien n'était. Comment expliquer ce miracle apparent? La réponse est d'une évidence lumineuse une fois qu'on la comprend, et elle tient à la nature même de ce véhicule et de ses utilisateurs. Le propriétaire d'un type H était lui-même le meilleur agent commercial que Citroën pouvait rêver d'avoir, et cela sans même le savoir, sans toucher le moindre salaire. Réfléchissez donc à la mécanique brillante qui se mettait en place. Un boulanger, un fleuriste, un épicier passait ses journées à sillonner les rues, à s'arrêter chez des dizaines, des centaines de clients potentiels, exhibant en permanence son fourgon devant les yeux de tous. Chaque livraison, chaque tournée devenait une démonstration ambulante, une réclame vivante qui ne coûtait strictement rien à la marque. Le véhicule se vendait littéralement tout seul, par sa simple présence dans le quotidien, par l'exemple concret de son utilité qu'il donnait à voir en permanence. Et quand, par malheur, un artisan se séparait de son fidèle compagnon, que croyez-vous qu'il faisait pour le remplacer? Il rachetait un type H, tout simplement, sans même envisager une autre marque, tant la satisfaction était grande, tant la confiance était installée. Cette fidélité extraordinaire, cette manière qu'avaient les clients de revenir naturellement vers le même modèle, formait un cercle vertueux d'une redoutable efficacité. Le bouche à oreille faisait le reste, un artisan satisfait en convainquait un autre, les recommandations circulaient de métier en métier, et Citroën n'avait pratiquement rien à faire pour entretenir cette flamme. Peut-on imaginer plus beau succès commercial que celui qui se nourrit de lui-même, porté uniquement par la satisfaction sincère de ceux qui l'utilisent? Voilà donc le secret le mieux gardé de cette réussite. Un secret qui n'en était pas vraiment un, puisqu'il reposait tout entier sur la qualité intrinsèque du produit et sur l'amour qu'il suscitait. Le type H n'avait pas besoin qu'on chante ses louanges, il lui suffisait d'exister, de servir, de rendre service jour après jour, pour conquérir durablement le cœur et le porte-monnaie des Français. Et cette relation quasi charnelle entre le fourgon et son peuple allait durer bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer, défiant le temps, les modes et l'usure, avec une constance qui elle-même finit par devenir légendaire. Car il faut maintenant vous révéler un chiffre proprement stupéfiant, une longévité qui dépasse l'entendement et qui allait faire de cet humble fourgon l'un des recordmen absolus de toute l'industrie automobile française, au point de traverser les décennies sans presque jamais changer de visage. Ce chiffre vertigineux dont je vous parlais, accrochez-vous bien, car il a de quoi laisser pantois même les connaisseurs les plus blasés. Le type H fut produit sans interruption de 1948 jusqu'à 1981, ce qui représente une carrière longue de 33 années, une durée absolument phénoménale dans un secteur où les modèles se démodent d'ordinaire en quelques saisons à peine. 33 ans, vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Un enfant qui voyait passer le fourgon du boulanger à sa naissance pouvait, devenu adulte et père de famille à son tour, voir exactement le même véhicule livrer le pain à ses propres enfants. 3 générations de Français grandirent sous le regard de cette silhouette immuable, et pendant tout ce temps, tandis que le monde changeait à toute allure, tandis que la société se transformait de fond en comble, lui restait fidèle à lui-même, imperturbable. Et le total des exemplaires sortis des chaînes atteignit le nombre impressionnant
de 473 289 unités. Un score confirmé par plusieurs sources et qui témoigne à lui seul de l'ampleur du phénomène. Près d'un demi-million de fourgons essaimés partout, dans chaque région, dans chaque corps de métier. Voilà le bilan chiffré d'une aventure commencée dans la clandestinité et l'interdiction. Mais ce qui frappe encore davantage que ces nombres, c'est la constance quasi têtue de son apparence. Pendant ces 3 décennies et des poussières, le type H ne changea pratiquement pas de visage, conservant obstinément sa physionomie d'origine, comme s'il avait trouvé du premier coup la forme parfaite et refusé catégoriquement d'y toucher. À l'heure où les constructeurs rivalisent de restylage incessant pour relancer les ventes, une telle immobilité relève presque de la provocation, ne trouvez-vous pas? Cela ne veut pas dire pour autant que le fourgon resta absolument figé, car quelques évolutions discrètes ponctuèrent tout de même sa longue existence, des retouches si mesurées qu'il faut un œil averti pour les repérer. En 1953, les panneaux latéraux en toile bâchée cédèrent la place à de la tôle plate, une modification qui rigidifiait l'ensemble et modernisait légèrement l'allure. Puis 20 février 1964, avec un changement enfin visible pour tout un chacun. L'abandon du pare-brise en 2 parties au profit d'un pare-brise d'un seul tenant, offrant une meilleure visibilité et un visage un rien plus contemporain. Enfin, en novembre 1969, les ailes arrière rondes disparurent au profit de nouvelles ailes adaptées à une suspension révisée. Voilà, en 33 ans, l'essentiel des transformations, autant dire 3 fois rien, la preuve éclatante que la recette initiale frisait la perfection fonctionnelle. Mais alors, une question s'impose, lancinante, presque cruelle. Comment un véhicule aussi ancien, aussi peu modifié, put-il tenir aussi longtemps face à une concurrence qui, elle, se renouvelait sans cesse? Comment ce vétéran des routes réussit-il à survivre à ses propres successeurs, ces modèles plus modernes, plus rapides, plus flatteurs, censés l'envoyer à la casse? Car c'est bien là que réside le retournement le plus savoureux de toute cette histoire, le paradoxe ultime qui couronne l'épopée. Ce fourgon que l'on donnait pour dépassé, que l'on jugeait archaïque, que les designers des années 70 regardaient avec condescendance, non seulement leur survécut, mais finit par les enterrer tous, en devenant ce qu'aucun n'osait espérer devenir, une icône éternelle. Voyez l'ironie magnifique de la situation. Tous ces engins censés incarner le progrès, toutes ces nouveautés rutilantes qui prétendaient reléguer le vieux type H au rang de relique poussiéreuse, où sont-elles aujourd'hui? Oubliées, dissoutes dans l'indifférence, effacées de la mémoire collective? Et lui, le réfrigérateur sur roue, le vilain petit canard de la tôle ondulée, trône désormais au sommet de la hiérarchie affective, plus vivant que jamais dans l'imaginaire français. N'est-ce pas la plus belle des revanches, la plus éclatante démonstration que l'authenticité finit toujours par triompher de la mode? Ce fourgon avait pour lui une chose que ses rivaux n'auraient jamais, une âme, un caractère, une histoire, et c'est précisément cela qui lui assura l'immortalité quand les autres sombraient dans l'oubli. Aujourd'hui, ce visage nervuré ressurgit partout où la France veut évoquer son âme, son charme d'antan, sa douceur de vivre. On le retrouve transformé en food truck branché, servant crêpes et café aux terrasses des festivals. On le voit dans d'innombrables tournages de films et de publicités qui cherchent à capter d'un seul coup d'œil toute la nostalgie d'une époque révolue. Son influence culturelle dépasse même nos frontières, puisque, détail réjouissant pour les plus jeunes, un personnage du célèbre jeu vidéo Persona 5 se métamorphose précisément en un type H. Preuve que la légende continue de vivre bien au-delà du cercle des passionnés d'automobiles anciennes. Ce fourgon est devenu un langage universel, un symbole reconnaissable au premier regard, l'incarnation roulante d'une certaine idée de la France. Et que devinrent les hommes qui firent naître cette merveille dans l'ombre et la désobéissance? Pierre-Jules Boulanger, ce géant à la volonté de fer qui avait défié tour à tour l'occupant et son propre gouvernement, ne vit hélas jamais l'ampleur du triomphe final de sa création, puisqu'il trouva la mort dans un accident de voiture le 11 novembre 1950, à peine 2 ans après les premières livraisons, emporté au volant sur une route mouillée alors qu'il roulait, comme toujours, à vive allure.
Quel destin tragique et fulgurant pour cet homme d'exception, disparu bien trop tôt pour contempler la postérité de son fourgon rebelle. Quant à Citroën, la marque connue par la suite des fortunes diverses, des heures de gloire éclatantes et des crises retentissantes, mais elle garda toujours en elle cette fibre audacieuse, cet esprit d'innovation insolente hérité de ces années héroïques où l'on créait des légendes en désobéissant à tout le monde. Voilà donc l'histoire complète de ce fourgon extraordinaire, né d'une résistance, forgé dans la contrainte, adopté par tout un peuple, et devenu au fil des décennies le compagnon roulant le plus tendrement français qui soit. De l'atelier clandestin de l'occupation jusqu'au food truck d'aujourd'hui, quel voyage, quelle destinée, quelle démonstration éclatante qu'un objet pensé pour la seule utilité peut se hisser au rang d'œuvre culturelle et sentimentale. Le type H nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être beau pour être aimé, ni d'être luxueux pour être inoubliable. Il suffit parfois d'être vrai, fidèle et généreux. Si cette histoire vous a plu, si elle a ravivé en vous quelques souvenirs ou éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à laisser un pouce levé pour soutenir la chaîne, à partager en commentaire vos propres souvenirs de ce fourgon mythique et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures automobiles. Votre soutien est le carburant qui fait vivre ces récits. Alors likez, commentez, abonnez-vous et retrouvons-nous très vite pour une nouvelle histoire de légende.